Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre petit segment de vidéo sur les notes de cours. Maintenant, ça va être sur le régime élastique et la compliance pulmonaire. Pour commencer, la première ici partie qui est un laboratoire, ça va être fait en classe ou si on est dans une session de distance, ça ne sera pas fait du tout. Mais bon, c'est un lab qui permet juste de voir qu'un ressort s'étire plus, on force plus dessus, là, donc pas grand-chose de majeur là. Aussi, pour toute la section, vous allez voir dans les commentaires YouTube, je vous ai mis deux liens. C'est deux techniques pour calculer la pente d'une fonction. Un des premiers vidéos, c'est pour calculer la pente à partir du graphique, en faisant des delta Y sur delta X. Et l'autre vidéo, c'est pour calculer encore la pente d'un graphique, mais à partir de 2 points. Donc, au lieu de faire delta Y sur delta X, on fait Y. On remplace le delta par ce que ça veut dire, c'est-à-dire delta veut dire variation de, fait qu'on fait Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. C'est des choses que normalement vous avez fait en secondaire 4, mais c'est peut-être loin dans votre tête, donc c'est pour ça que je vous invite à regarder ces vidéos-là. J'ai fait un tri, il y a plusieurs vidéos YouTube sur comment calculer la pente à partir d'un graphique, il y en a une tonne. J'ai essayé de trouver les deux que moi je trouvais les plus clairs. Mais évidemment, si jamais vous ne les trouvez pas super clairs, promenez-vous là. Promenez-vous sur YouTube ou faites-moi signe, mais autrement dit, c'est quelque chose que je prends pour acquis que pour ces notes de cours-là, vous savez comment calculer la pente d'un graphique. Donc, page suivante, c'est encore laboratoire, on s'en va page 34. Et ce que le laboratoire nous permet de comprendre, c'est que, peu importe, là, c'est scientifique Hooke qui a trouvé ça, que l'allongement d'un ressort ou la longueur du ressort va être proportionnelle à la force qu'on applique dessus. Autrement dit, si on met une petite force dessus, puis il s'étire whatever, de 10 cm, mais qu'on double la force dessus, à ce moment-là, il va doubler son étirement à 20 cm. Si on met une force 3 fois plus grande, il va être 3 fois plus étiré. Donc, il y a une relation de proportionnalité entre les deux. On peut donc dire que l'allongement est proportionnel à la force appliquée. Schématiquement, si on regarde le graphique de ressort ici, c'est le schéma qui représente la situation. Pour étirer le ressort d'une certaine distance, il y a une force élastique qui apparaît, puis nous, si on le maintient étiré, c'est comme l'équilibre des forces, ça nous prend la force extérieure ici, qui est égale à qui est la force à laquelle on fait référence dans l'équation de proportionnalité. Cette proportion-là entre la longueur et la force, on va appeler ça la complicité. Parce que dans le fond, plus qu'un ressort s'étire beaucoup en lui appliquant une certaine force, plus ça veut dire qu'il est complice, ça veut dire qu'il participe à ce que vous voulez faire faire. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça la complicité du ressort. Puis ici, la complicité s'obtient en déterminant la variation d'allongement du ressort par rapport à une variation de force. Tu sais, L est égal à C fois F, c'est un petit peu l'allure d'une équation qui est Y est égal à AX. Il n'y a pas le plus B, là, ici. Là. Normalement, c'est AX. Je peux le mettre pâle là, pour dire que normalement, il y aurait AX plus B, mais nous autres, il n'y a pas de plus B. Donc, il n'y a pas ceux qui ont fait des cours de maths, il n'y a pas l'ordonnée à l'origine. On s'en fout de ça. Fait que le A ici, puis le A, c'est ça qui correspond à la pente du graphique, qui est le taux de proportionnalité, que nous autres, c'est la complicité. Fait que c'est pour ça que la complicité, le C, qui est la pente, va correspondre à la variation d'étirement par rapport à la variation de force. Qui correspond, et ça, c'est la pente du graphique de longueur en fonction de force. La complicité d'un ressort représente donc l'étirement qu'on est capable d'obtenir ou d'y fournir par rapport à l'unité de force qu'on est capable d'y appliquer. Puis là, je vous fais un petit exemple en bas ici que vous pouvez lire. Page 35, en haut, il y a un exemple qui est résolu pour vous, justement, calcul de pente qui se fait à partir d'analyse graphique. Je vous laisse le regarder par vous-même. Il va en avoir un autre à la page suivante que je fais avec vous, fait que c'est pour ça que je ne m'attarde pas sur lui. Ici, au bas de la page 35, on dit, c'est un exemple où on calcule la complicité et, dans le fond, on joue avec le principe de l'élasticité du ressort. On commence par dire une bande de pêcheurs veut peser le poisson, ils n'ont pas de balance, ils trouvent un vieux ressort. Puis on dit, lorsque Tijan, qui pèse 55 kg, se suspend à la balance, il allonge le ressort de 35 cm. Fait qu'on est capable d'avoir une proportion là ici. On a un étirement par rapport à la force qui est appliquée. Puis après ça, on dit, à cette heure dans le fond, c'est comme si on venait calibrer le ressort un peu, en trouvant sa complicité. Puis après ça, on dit, quand on accroche le poisson, il s'étire de 9 cm, c'est quoi la complicité du ressort, puis c'est quoi la masse du gros poisson pêché. Pour trouver la complicité, on commence par faire la variation. Donc ici, on sait que le ressort s'est étiré de 35 cm lorsqu'on lui a appliqué une force de 55 fois 9,8. Ici, n'oubliez pas, pour trouver 55, c'est la masse.
Pour trouver la force, il faut faire fois 9.8 pour convertir un... Parce que là, il suspend dessus, fait que c'est vraiment la gravité qui le fait tomber. Donc ici, 55 fois 9.8, c'est ce qu'il faut mettre au dénominateur. Et quand je fais la division, ça donne 0,065 cm par Newton, ce qui veut dire que le ressort s'étire de 0,065 cm par Newton qu'on applique dessus. J'ai donné la réponse en millimètres, j'ai aucune idée pourquoi. Donc, en tout cas, tout ça pour dire que si c'est pas précis un problème, si vous mettez des unités, centimètres par Newton, c'est acceptable, millimètres par Newton, c'est acceptable, mètre par Newton avec une notation scientifique, ça aurait été très acceptable aussi. Pour la deuxième partie du problème, maintenant, on veut connaître la force, c'est-à-dire qu'on vous dit qu'il est étiré de 9 cm, puis on veut connaître c'est quoi la masse du poisson. Mais pour trouver la masse du poisson, on va commencer par trouver la force qui applique sur le ressort. Ici, à partir de la définition de la complicité, j'isole la force. Donc, je l'envoie en multiplication ici, puis vu que la complicité est d'un genre, je l'envoie en division de l'autre côté. Ça me fait cette petite équation-là. Je mets les deux chiffres. Donc, il s'est étiré de 9 cm. Ça, c'est la complicité qu'on a trouvée il y a 2 secondes. Et ça donne une force de 138 newtons. Et ensuite, ça, c'est une force, mais nous autres, on demandait la masse du poisson. C'est la force causée par la gravité, dans le fond. Fait que là, sachant que la force est égale à masse fois G, masse fois 9.8, on peut dire que la masse, c'est la force divisée par 9.8. Autrement dit, j'envoie le G de l'autre côté. Et ça donne une masse de 14,1 kg. C'est la masse du poisson pêché. Un problème plus pour... Ici, on s'entend encore là, il n'y a pas d'inhalo là-dedans. Là. C'est plus un problème pour comprendre c'est quoi. Donc, que la complicité, c'est ça qui caractérise un ressort. Puis, dans le fond, on est capable de dire que c'est l'allongement obtenu par unité de force appliquée. Donc, quand on divise l'allongement divisé par la force, ça nous donne l'étirement par unité de Newton qui est appliqué. Et donc, ici, on est capable de se servir de cette définition-là pour venir trouver la force en isolant. On peut venir trouver un coup qu'on a cette relation-là qui fait la proportion entre l'étirement et la force, ça veut dire que dès qu'on vous donne un étirement, vous pouvez connaître la force. Et à l'inverse, c'est vrai aussi. Si on dit quelle force qu'on applique sur le ressort, on peut dire exactement de quelle longueur il s'est allongé. Donc, c'est comme ça qu'on a pu compléter le problème. Page 36, vous avez au haut de la page de l'analyse graphique. C'est le seul cas où que je vais le faire avec vous. C'est les deux vidéos que je vous parlais au début de regarder. Je vais le faire ici. On vous demande de le faire pour le ressort 1 et 2. On vous demande d'estimer la complicité des deux ressorts suivants. Moi, je vais le faire juste pour le ressort 1, là, parce qu'à un moment donné, c'est la même technique pour le 2. Mais je vais vous le présenter des deux approches différentes des deux vidéos que je vous invite à écouter. C'est quand même bien d'être à l'aise avec les deux méthodes. Pour des raisons, en tout cas, on va le voir au fur et à mesure que le cours avance. Premièrement, la complicité, c'est delta L sur delta F, ce qui correspond à la pente du graphique. Et donc, ici, delta L, il faut quand même sélectionner des points. Donc, je prends le point ici et le point là qui accroche, donc qui est facile à mesurer. Ici, avec la première approche, c'est de trouver l'écart en Y qu'on a. C'est comme le delta Y, mais dans notre cas, c'est delta L. Et on regarde pour cette variation de L-là, c'était quoi la variation qu'on avait en X? Et en X, c'est ça notre écart ici. L'échelle est inscrite là, c'est l'échelle de la grande mesure. Fait que dans notre cas, on voit que le delta L, il y a entre le point ici et le point en haut, le delta L a monté de... Donc, chaque grande case, c'est 10, donc il a monté de 10, 20, 30. Puis, vu qu'il y a 5 petites divisions pour 10, ça veut dire que chaque petite division, c'est 2. Fait que ici, ça me fait 2, 4, 6. Fait que si je vais en ordre, ça fait 2, 4, 6. Après ça, par bond 10, donc 6, 16, 26, 36. Donc, mon delta L est égal à 36, je vais regarder les unités centimètres. Et mon delta X, lui, qui correspond... delta X, on va dire l'axe des X, mais que dans notre cas, ça représente la variation de la force. La variation de force, quand delta L a changé de 36, mais le delta L, lui, il a changé, le delta F, pardon, il a changé de 10. Donc, ça fait 36 cm divisé par delta F qui est 10 newtons, ce qui correspond à 3,6 cm par newton. Ça, c'est l'approche des variations, ce qu'on va mesurer directement les variations sur le graphique. L'autre approche, c'est d'y aller par points. C'est de dire que delta, on sait que delta veut dire variation de, ou encore valeur finale moins valeur initiale.
Donc, autrement dit, si mettons, on avait delta température d'une journée, de combien la variation, la température a varié dans une journée, ben, on peut regarder le delta L. Mais on peut aussi dire que c'est température à la fin de la journée moins la température au début de la journée. Fait que si c'est comme ça, le delta L, on l'écrit comme longueur du point 2. Excusez, 2 ici, ça ne fait pas référence à la courbe, là. Ça, c'est le point 2. J'ai pas pensé à ça quand j'ai écrit ça, là. Donc ça, c'est le point 2. Ça va être le point 1. Donc, longueur au point 2 moins longueur au point 1 divisé par force au point 2 moins la force au point 1. Fait que ici, ce qu'il faut faire, c'est trouver les coordonnées de nos points. Fait que la coordonnée de ce point-là, ça va être, selon mes axes, en X. On met toujours en parenthèse, toujours XY les coordonnées. Hein. Donc ici, c'est 10. Et en Y, on a 10, 20, 30, 40. Et pour le point 1, les coordonnées, c'est 0 en X. Et en Y, c'est 4. 2, 4. N'oubliez pas, chaque petite case en Y, ça représente une variation de 2. Et donc, on peut, maintenant qu'on a nos deux points, ça c'est le point 2, ça c'est le point 1, on peut venir faire le calcul. Et si vous en souvenez, vous avez regardé la vidéo, l'ordre des points que vous choisissez n'a aucune importance. Vous auriez pu prendre ce point-là comme le point 1, ce point-là comme le point 2, puis ça aurait fait la même affaire. Fait que, perdez pas de temps à vous stresser sur quel point prendre. Moi, en général, je balaye, laisse des X. Le premier point que je rencontre, c'est que je choisis ou que je rencontre. Ici, j'ai choisi ce point-là. Quelqu'un aurait pu très bien faire le problème en choisissant ce point-là. Ça aurait été parfait. Autrement dit, il y a plusieurs façons de le faire. Ça vaut la peine de se prendre un point, par exemple, qui croise au moins le plus possible, en tout cas le quadrillage. Là. Des fois, ce ne sera pas toujours possible, mais quand on peut, moi, je trouve que ça vaut la peine de le faire. Donc, ici, si je mets les chiffres que j'ai choisis, en prenant ce point-là, ben ici, ça me fait L2 qui est 40 moins L1 qui est 4, divisé par F2 qui est 10, moins F1 qui est 0. Et ça me fait, on le voit là, ça donne exactement le même calcul qu'on avait. Ça fait 36, 36 divisé par 10, ce qui donne 3,6 cm par Newton. Ouais, excusez, je suis un peu pogné là. J'aurais pu juste le mettre en bas ici, puis ça aurait été bien correct. Fait que deux approches possibles où on regarde directement les écarts, ou encore on va chercher des coordonnées de points. Comme je vous dis, soyez à l'aise avec les deux approches, parce que je pourrais très bien vous donner un problème où je vous donne des coordonnées de points sans vous donner de graphique, parce que vous n'auriez pas le choix de travailler avec vraiment le L2-1 sur F2-1. Ou encore, je pourrais vous donner un graphique sur lequel il y a juste, je ferais juste vous dire en marge comme ça, chaque grand carré vaut, par exemple, 10 cm. Mais je ne vous dis pas où est-ce qu'il est le zéro. Vous n'avez pas besoin de l'origine pour trouver une pente. Fait que là, à ce moment-là, vous ne pourriez pas commencer à compter, vous ne pourriez pas mettre de coordonnées, mais vous pourriez calculer des écarts. Donc, c'est pour ça que c'est important d'être à l'aise avec les deux approches possibles, parce que selon le problème, selon la mise en situation, ça peut, les deux approches peuvent être nécessaires. Donc ici, après ça, je vous parle juste qu'il y a moyen d'avoir une variable qui est l'inverse de la complicité. Complicité d'un ressort, ça représentait comment qui s'étirait facilement pour une force qu'on lui donnait. Ça s'appelle la raideur en passant quand on inverse. On fait 1 sur la complicité qui correspond à... Puis on voit que ça fait juste inverser force puis étirement. C'est delta F par rapport à delta L. Mais ça s'appelle la raideur ou encore la constante de rappel d'un ressort. Si on vous avait... en passant, c'est pas 36, c'est 35. Là. Si on vous demande la raideur du mot de la page 35, ben c'est prenez la page précédente, inversez le chiffre, là, faites 1 divisé par ce chiffre-là, puis ça vous donne cette valeur-là ici. Bon, ça c'était l'introduction avec les ressorts, mais maintenant on va s'en aller aux poumons. Les poumons sont des tissus élastiques, donc ils se comparent avantageusement à un élastique. La seule chose, c'est qu'un poumon, on ne parle pas d'un étirement en longueur. Tu sais, quand on dit que le poumon se gonfle ou que le tissu pulmonaire s'étire, il ne s'agit pas de dire qu'il s'est allongé. Ce qu'on veut dire, c'est qu'il a pris du volume. Le poumon a permis de rentrer plus d'air dans les poumons. Fait il y a des changements de variables, donc vous voyez, ça c'est le genre de parallèle qu'on peut faire. Il y a quand même un parallèle à faire en une dimension. Là, si on avait une espèce de piston comme ça, on serait capable de faire un lien entre un ressort et un piston. Autrement dit, un ressort, c'est la force. On met en relation l'étirement d'un ressort par rapport à la force qu'on y applique. Mais pour un piston comme ça, on pourrait mettre en relation le volume gagné par le piston en fonction de la pression qu'on applique dessus. Mais quand on s'en va au poumon,
on va travailler avec des variables, justement, vu que c'est plus longueur puis étirement, longueur puis force, pardon, ça va être rendu volume et pression. La complicité, il manque les deltas, là, mais c'est pas grave. La complicité, qui était l'étirement par unité de force, va devenir la compliance. Ce qu'on va appeler la compliance pulmonaire. La compliance pulmonaire représente donc le volume que vous êtes capable de, que vous êtes capable de donner au poumon, ou de combien le poumon est capable de se gonfler par rapport à une pression que vous appliquez dessus, par unité de pression que vous appliquez dessus. Généralement, pour le poumon, ça va se mesurer en millilitres par centimètre d'eau. Donc, ça caractérise le poumon de la même façon que la complicité caractérise un ressort. La compliance pulmonaire va caractériser l'élasticité d'un poumon. Et si, à moins que le patient ait une maladie ou quelque chose, a priori, cette valeur-là est bonne. Pas bonne, mais je veux dire, est caractéristique, c'est-à-dire que le patient a sa compliance pulmonaire, puis elle devrait. Si elle change parce qu'il y a un problème, c'est-à-dire que là, il faut traiter le patient. Ou encore, il y a une guérison, là, c'est à 5000 heures, ça va bien. Mais on va dire, a priori, un patient comme moi, j'ai une compliance pulmonaire qui est la mienne. C'est sûr qu'elle change en vieillissant un petit peu, mais elle ne devrait pas changer d'ici demain matin. Donc, c'est ça. Donc, la compliance représente de quel volume on est capable de gonfler un poumon ou que le poumon se gonfle par centimètre d'eau que j'applique dessus. Si j'ai une grande compliance, ça veut dire qu'avec un tout petit effort inspiratoire, avec une petite pression que j'ai au poumon, je suis capable de gagner beaucoup de volume. À l'image de la raideur, qui est à l'inverse de la complicité, il y a aussi un terme qui existe en néothérapie qui est l'élastance pulmonaire. Ça dépend des manuels. Il y a des manuels qui vont, et même des applications, parce que c'est plus l'élastance qu'on va traiter. Mais sachez que l'élastance est juste l'inverse de la compliance pulmonaire. Dans le fond, c'est quelle pression qu'il faut appliquer, puis ça devient des centimètres d'eau par millilitre. C'est quelle pression il faut appliquer pour être capable de gonfler le poumon d'1 millilitre, par exemple, dans ces unités-là. Mais dès que vous avez une, vous avez l'autre. Il faut juste flipper. Il faut juste faire 1 sur, diviser, puis à ce moment-là, on est correct. Donc, la compliance pulmonaire, c'est la première. On va voir 2 grandes variables, nous autres, dans le cours, qui caractérisent toute la mécanique respiratoire, la compliance pulmonaire et la résistance des voies aériennes. La compliance pulmonaire, c'est la première. Ça nous donne donc de l'information sur l'élasticité, l'effort respiratoire lié à l'élastique du poumon qui doit s'étirer quand on respire. Ouais, donc ça, c'est ce que je vous ai dit en bas, c'est-à-dire que la compliance, c'est l'inverse de l'élastance, et l'élastance, c'est l'inverse de la compliance. Et là, on va faire l'exemple de la page 38 ensemble, qui est une vraie situation d'inhalothérapie. Ces chiffres-là sont réels. Donc, on dit lors d'une ventilation mécanique en mode volumétrique. On va parler de ça dans la prochaine section. Mais mode volumétrique, ça veut dire qu'on envoie un débit généralement constant pendant un certain temps, ce qui veut dire qu'on va donner au patient toujours le même volume. La pression totale inspiratoire est de 10 cm d'eau pour un volume inspiratoire de 800 ml. Le ventilateur est aussi réglé pour fournir une PEP, donc c'est-à-dire qu'à l'expiration, le patient n'aura pas expiré son air complètement. Il va rester une petite pression dans les poumons et on veut ça. On en a parlé un petit peu avant, c'est pour pas que les alvéoles se referment complètement. Et aussi, pas juste pour ça, ça c'est vrai, là, mais en voulant dire aussi, c'est que l'effort respiratoire est très difficile au début. Même nous, quand on expire, on n'attend pas d'être complètement vidé. On réenclenche une inspiration pendant qu'il reste encore un petit peu d'air, donc un petit peu de pression dans les poumons. C'est naturel, autrement dit, d'avoir une PEP. Donc, on demande à partir de là de venir exprimer le ventilateur, vous savez. Ouais, je pense que j'ai oublié d'écrire la question. En tout cas, ce qu'on veut trouver, c'est la compliance pulmonaire du patient. Donc, on va trouver sa compliance à partir de ça. Donc, la compliance, c'est la variation de volume qu'on est capable de donner par variation de pression. Donc, si le volume qui était donné au patient, c'est 800 ml, donc 800 ml, et on vient diviser par l'écart de pression. Ici, si vous remarquez, ce n'est pas 10 cm d'eau, parce que le 800 ml, dans le fond, quand le ventilateur commence à donner de la pression au patient, il commence à 3 cm d'eau. Donc ça, c'est la pression initiale, dans le fond. Et il va pousser jusqu'à 10 cm d'eau. Et ensuite, l'expiration va redescendre à 3, repousser à 10, redescendre à 3. Donc l'écart entre les deux, on voit que c'est 7. Mais juste pour l'écrire, on va écrire pression finale 10. Donc à la fin de l'inspiration, le ventilateur induit 10 cm d'eau, moins la pression initiale, qui était quand il avait fini d'expirer, qui était 3. Donc ici, on va avoir 10 moins 3.
cm d'eau. J'aurais pas dû écrire les unités, mais c'est pas grave. Et là, on peut faire le calcul de 800 divisé par 10 moins 3, donc 800 divisé par 7. Et ceci donne 114 millilitres par centimètre d'eau, ce qui est la compliance du patient. Aucune raison pourquoi je t'allais écrire ça en litres par centimètre d'eau, parce qu'en général, c'est millilitres par centimètre d'eau qui est plus... C'est correct, là, en passant, aucune des deux notations est mauvaise, mais généralement, c'est des millilitres par centimètre d'eau qu'on utilise pour la compliance pulmonaire. Et à la lumière de ce qu'on a fait comme exemple, on voit bien que la compliance, c'est variation de volume sur variation de pression, mais le volume, c'est le volume inspiratoire, donc il a inspiré 800 millilitres quand on a fait passer la pression de 3 à 10. Puis ici, donc c'était delta P, mais pour vous dire que dans les manuels d'Inhalo, on va vous présenter ça comme une formule. Mais cette formule-là, sachez qu'elle vient juste de delta V sur delta P, dans le cas. Mais ici, c'est que c'est une application très précise, fait que c'est pour ça qu'on met les chiffres vraiment propres à cette application-là. Donc ici, la compliance, c'est volume inspiratoire, qui correspond à la variation de volume qu'on induit, divisé par delta P, qui est la pression à la fin d'inspiration par rapport à celle qu'on avait au début. Donc, la pression inspiratoire moins la PEP. Donc, c'est ça pour la compliance pulmonaire. Page 39, c'est juste pour vous expliquer un petit peu comment les pressions respiratoires fonctionnent. Plus pour moi, ça m'a aidé à le comprendre un peu. Je vous invite à regarder ça par vous-même. Ça c'est quelque chose qu'en regardant la tête reposée, ça peut nous aider. Mais bon, il n'y aura pas de questions précisément sur ça. Mais entre autres, pour la dernière station du laboratoire sur le poumon artificiel, là, ça peut aider à comprendre un peu et à répondre à ces questions-là. Page 40, on dit deux petits ballons gonflables, donc des ballons, sont fixés à la même bonbonne sous pression pour y être gonflés. Quand on ouvre la valve, le ballon rouge, c'est lui, puis le ballon bleu, c'est lui. On remarque que le ballon rouge se gonfle davantage que le bleu. Lequel des deux a la meilleure compliance? La réponse, c'est le ballon rouge. Parce que, comme je disais, la compliance représente à quel point pour le ressort, ça s'appelait complicité. Compliance représente à quel point le poumon il est compliant avec vous, c'est-à-dire qu'il est prêt à accepter ce que vous lui demandez. Fait que si vous lui mettez une pression, puis ça il tente de se gonfler. Fait qu'une bonne compliance veut dire que tu te gonfles facilement. Fait qu'autrement dit, la compliance du poumon rouge va être plus grande que la compliance du poumon, du ballon bleu, là. Parce qu'il se gonfle plus pour une même pression. Après ça, on dit, lorsqu'on gonfle une ballonne, c'est toujours plus difficile au début, et ensuite, ça devient un petit peu plus facile, puis ça redevient très difficile à la fin. C'est par expérience, là. Donc, quand on commence à gonfler une ballonne, ben, autrement dit, c'est pas toujours facile de la même façon. Ce qui veut dire que la compliance, c'est pas toujours comme... Nous autres, on définit la compliance comme étant l'écart entre la fin et le début de l'inspiration. Comme le chiffre qu'on donne, comme quand on donne la compliance d'un patient, c'est ce chiffre-là. Mais si on regarde le graphique vraiment de la variation de volume en fonction de pression, c'est prouvé que ça fait une belle droite, là, comme un ressort bien parfait, là. En fait, c'est plus difficile à inspirer au début. Ce qui veut dire qu'au début, vous allez mettre de la pression, mais vous ne serez pas capable de venir gonfler beaucoup. Donc, pour une grande pression, il n'y aura presque pas de variation de volume. Pensez à quand on souffle dans une ballonne, là. Quand on souffle au début, elle est dure à gonfler. Il faut pousser fort, puis il n'y a presque pas de volume. Mais maintenant, ça devient soudainement assez facile. On gonfle le ballon, mais là, à la fin, quand tu es sur le bord d'éclater, ça devient un petit peu plus difficile aussi. Donc, la compliance n'est pas constante. C'est sûr que, autrement dit, comme pour le poumon, entre autres, quand on calcule la compliance, on prend le point final, le point initial. Ici, c'est ce qu'il faudra faire aussi pour la ballonne. Mais pour vous dire, si on parle de compliance en tant que difficulté de respirer ou facilité de respirer, bien, la pente nous donne de l'information. Ici, la pente est faible, difficile. La pente est forte, facile. La pente est faible, ça revient un petit peu difficile. Sachez que le poumon se comporte un peu comme une ballonne. C'est pour ça qu'on garde une PEP là, ici. On vient vu que c'est difficile au début de l'inspiration. On n'en est pas trop conscient de ça parce qu'on est tellement habitué de respirer, ça y penser. Mais j'ai une expérience pour vous qui va vous le faire réaliser. Imaginez que vous êtes couché sur le dos, puis que quelqu'un, là, un ami, un enfant, votre chum, votre don, whatever, juste pour joker, il veut vous sauter dessus. Comme il veut juste sauter sur vous comme au football, là, juste pour rire. Ça va être quoi votre premier réflexe? Le premier réflexe que vous allez avoir, ça va être de prendre une grande inspiration
Pourquoi? Parce que c'est plus facile de respirer. Là, vous allez avoir, donc, après que quelqu'un est embarqué sur vous, ça va être difficile de respirer parce qu'il y a quelqu'un qui va écraser vos poumons. Mais ce que vous allez faire en prenant une grande inspiration, c'est que vous allez vous mettre de l'air dans les poumons pour être dans la zone où c'est facile de respirer. En revanche, si vous faites pas ce geste-là, puis quelqu'un vous saute dessus, vous êtes au début, dans la zone où c'est difficile d'inspirer. Fait que ce serait plus tough que si vous gardez un petit peu de volume, encore plus de volume dans les poumons, puis vous respirez à partir de là. C'est sûr que là, vous venez de perdre en échange gazeux, par exemple, donc c'est pour ça qu'on ne fait pas ça tout le temps. Mais si quelqu'un vient comme vous écraser, on a tendance à juste se prendre une respiration pour aller dans une zone où c'est facile de respirer. Page 41, je vais être honnête avec vous, lisez-le, mais c'est pas la chose la plus importante. C'est plus des choses que vous couvrez dans vos cours d'inalo. Ça me permet de faire des liens avec vos cours d'inalo, mais c'est pas sur ça que je vais marteler les choses à l'examen. C'est pas impossible que je pose une petite question, juste voir si vous l'avez lu, mais très, 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 très en surface, là. Donc, autrement dit, ce que j'essaie de dire, c'est lisez-le, mais il y a comme, perdez pas de temps là-dessus. Dans le sens, comme autrement dit, je pourrais vous demander, la boucle, si j'en parle, je pourrais vous parler de la boucle. Donc, je vous invite à lire ça. Page 43, oubliez-la complètement. Je vais l'enlever des notes à partir de l'année prochaine. Page 44, à partir d'ici, ça c'est important par exemple. Fibrose pulmonaire et emphysème, ça je vous invite à lire ça. Ça c'est des pathologies qui sont importantes à comprendre dans le cours. Donc, autrement dit, c'est les problèmes respiratoires qui sont liés à la compliance pulmonaire. Donc, je vous invite à... Donc, page 44-45, honnêtement, ça, oui, lisez-le bien, mais les autres, bon, je vous le dis, là, il n'y aura pas de questions à l'examen sur page 41-42. Mais je vous invite quand même à le lire. Parce que c'est bien, mais c'est pas là-dessus qu'on met notre accent, mettons. C'est plus page 44 et 45 par la suite. Mais c'est tout. Ça met un terme à ça. Et bien, je vous remercie beaucoup.